qui est une chaîne russe, mais qui émet dans les grandes langues de l'Occident, et Sputnik, qui est une plateforme multicanale, comme on dit, c'est-à-dire aussi bien réseaux sociaux, radio, agences de presse, qui elle aussi opère à l'étranger dans les langues étrangères. Et ça, c'est une vraie plateforme, un agenda politique, je dirais géopolitique de la part de la Russie. Ah, tout à fait, c'est vraiment un levier de soft power, d'influence pour défendre les intérêts russes à l'étranger. Et pourquoi, en gros, ce soft power a-t-il été mis en place ? Vous l'avez dit, parce qu'il y a une revanche à prendre dans la guerre des images, dans la guerre des médias. La Russie s'est sentie humiliée dans les années 90 dans la sphère des médias, et y compris à l'intérieur même de la Russie. À cette époque, j'habitais en Russie. C'est vrai qu'on était inondé par des médias occidentaux s'exprimant en russe, qui renvoyaient aux Russes une image désastreuse de la Russie. Et puis, dans les années 2000, évidemment, c'est la décennie Poutine, la première décennie Poutine, de remonter en puissance de la fierté nationale, jusque y compris par projection à l'étranger d'une image positive de la Russie et d'une image dégradée de l'Occident. Mais alors, en fait, au XXe siècle, on avait connu la guerre froide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Nicolas Arpagian, on a une translation de la guerre froide dans une forme de guerre digitale de la communication. Alors, l'information avec Radio Free Europe, il y avait déjà le fait que je renseigne et donc je façonne l'opinion publique. Radio Free Europe, du point de vue des Occidentaux. Exactement. Et donc, on s'aperçoit que c'était déjà un canal. La seule chose que va permettre la numérisation de la société, c'est l'individualisation, la personnalisation. Vous allez pouvoir recevoir cette information sur votre smartphone, sur votre tablette, à la maison, par profil individuel. Et ça, effectivement, ça va venir amplifier le phénomène, parce que vous n'êtes plus dépendant de programmes avec une chaîne, avec une grille d'information, avec des horaires d'information, avec justement tout un process. Là, ça va pouvoir être des réponses personnalisées à vos requêtes, à vos centres d'intérêt, à votre communauté amicale, familiale, professionnelle. Et donc, effectivement, il va y avoir cette intensification. Pour toucher chacun d'entre nous. Exactement. À chaque moment de la journée, et puis surtout selon les différentes facettes, soit par vos choix philosophiques, vos choix économiques, vos choix politiques. Et donc, effectivement, ça contribuera à cette intensification au regard de cette société de l'information qui est aujourd'hui notre quotidien. Alors, on va voir précisément comment ils s'y prennent, mais d'abord, j'ai une autre question un peu générale. C'est, si on regarde du point de vue des Russes, en quoi c'est plus efficace de mener une guerre de la propagande et de la communication via le digital que de tout miser sur le militaire, comme c'était le cas, en gros, jusqu'à la fin des années 80 ? Il s'agit surtout d'être présent dans le débat, que votre position, leur position, mais celle de chacun des pays, puisse être exprimée, soit prise en compte. Pourquoi ? Parce que vous avez plutôt intérêt de convaincre que de soumettre. C'est-à-dire que l'ambition, c'est de faire en sorte que par la présentation des idées, vous allez susciter l'adhésion, l'intérêt pour votre position, et donc ainsi trouver des alliés. Et pourquoi c'est mieux de convaincre que de soumettre ? Parce que c'est plus durable, c'est plus... effectivement, vous allez avoir une dynamique beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse en quelque sorte. Et donc, vous allez pouvoir travailler dans un climat beaucoup plus apaisé si vous avez des relais convaincus, des zélotes, des gens qui effectivement adhèrent à vos idées et vont les enrichir et vont au contraire faire en sorte qu'elles se déploient localement. Et puis ça tient compte de la dynamique de formation de l'opinion et des choix publics. C'est par les médias qu'on façonne assez largement. Et il faut, je pense, encore aller plus loin. Le but de ces deux médias que j'ai mentionnés, c'est vraiment de diviser pour régner, et de diviser à l'intérieur même des pays, notamment en accentuant l'opposition entre les élites et le peuple, qui, grâce à ces médias, aurait accès à une information véritable. Et puis, entre les différents pays en Europe, en distribuant des informations qui sont assez différentes dans les différents pays. Par exemple, Sputnik en Italie a bien insisté sur le fait que l'Union européenne avait laissé tomber l'Italie durant la crise du Covid, alors que la Russie, elle, avait envoyé médecins, équipements, masques, etc. Donc, en distribuant l'information... Et ça, c'était vrai ou c'était faux ? C'était très très exagéré par rapport à l'effort que la Russie a consenti d'un point de vue médical, et évidemment complètement faux au vu des plans de relance consentis par l'Union européenne. Exactement. Mais alors, quel est l'objectif de Vladimir Poutine en faisant ça ? Parce que c'est quoi l'objectif final ? Diviser pour affaiblir.
Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il parvient à faire concrètement en Italie quand vous prenez l'exemple italien? Par exemple, obtenir que des intellectuels français, des parlementaires de tel ou tel pays en Europe réclament à corps et à cri le démantèlement des sanctions contre la Russie après l'annexion de la Crimée par la Russie. Autre chose très concrète, désorganiser ou influencer le débat en période électorale pour pouvoir, dans le débat, faire entendre les sujets qui sont d'importance sur la Russie. Par exemple, pour la Russie, le droit des homosexuels à se marier. Remettre ça sur le tapis dans un débat, dans un pays qui a déjà consacré ce droit-là, c'est évidemment enfoncer un coin dans l'opinion, raviver des divisions internes au pays qui le présenteront dans des négociations avec la Russie ou dans d'autres dossiers, dans une situation plus faible qu'auparavant. Donc pour lui permettre d'avoir plus de force dans des rapports de force avec d'autres nations. Exactement. Alors, la Russie, comme vous l'avez dit, est régulièrement pointée du doigt pour déstabiliser les démocraties comme la France. On a vu, par exemple, pendant la crise des Gilets jaunes, les services secrets russes ont été accusés d'attiser la colère et la contestation. Ça a été le cas ou pas, Nicolas Arpagnan? Alors, ce qui va être compliqué avec le numérique, là je parle sur les réseaux sociaux, c'est effectivement la dissimulation. Ce que va permettre l'action à partir des réseaux sociaux, c'est de jouer à distance. Vous n'êtes pas obligé d'impliquer des personnels sur un théâtre d'opération. Là, effectivement, on voit qu'on peut manipuler comment par le fait de le jouer sur la logique affinitaire. Donc, globalement, je suis un hacker russe, je reste en Russie et je peux agir sur la France. Alors, bien sûr, à part que là, on n'utilisera pas le terme de hacker, puisqu'il n'y a pas d'intrusion. Vous allez jouer sur des phénomènes d'information, sur la logique des algorithmes. Un algorithme, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle mathématique qui va analyser vos centres d'intérêt et va faire flécher vers vous des informations qui correspondent à vos préoccupations. En amplifiant cette nature d'information, je vais ainsi contribuer à façonner votre vision du monde. Exemple sur les Gilets jaunes. Je suis sur mon Facebook, en quoi je vais être déstabilisé? Par exemple, sur des articles qui vont mettre au pointé des violences policières avérées ou en tout cas qui sont extraordinairement singulières, mais qui vont être portées à la connaissance. Le fait lorsqu'il y a des blessés, lorsqu'il y a des images, le fait de faire venir à vous des informations qui n'auraient pas été retenues par des rédactions, qui n'auraient pas été portées à la connaissance. Donc ça veut dire que de l'autre côté de l'écran, il y a des hackers, des ingénieurs qui font en sorte que moi, public citoyen, je reçoive... Exactement, mais c'est plus un travail éditorial qu'un travail de hacker ou de technicien. Là, vous voyez, il n'y a pas d'intrusion. Le hacker, c'est... Alors, en général, c'est un terme positif. Le hacker, c'est quelqu'un qui a une maîtrise suffisante et une compréhension de l'outil technique pour le personnaliser, l'adapter. Après, il peut le faire à des finalités malveillantes, crapuleuses. On a également des hackers éthiques et c'est une très bonne chose. Là, en l'occurrence, ce sont plus des gens qui vont bien comprendre le mécanisme des réseaux sociaux, c'est-à-dire la logique affinitaire de qui se ressemble, s'assemble. Je vous donne des informations que vous avez déjà cherchées. Et qui fait la manip? Alors là, n'importe quel contributeur, alimenteur de ces plateformes, donc il suffit d'être... Qui travaille pour ces plateformes. Exactement. Non, alors ce sont des gens qui vont produire des contenus et l'algorithme de Facebook, si on prend l'exemple, va voir que vous vous êtes intéressé à des mouvements sociaux, à des violences, à des blessés éventuellement, et donc ça va faire venir vers vous. On avait exactement le même phénomène au moment de 2015 et des attentats islamiques, d'avoir justement cette montée des images de violence, de djihad qui étaient apportées par Al-Qaïda et ses déclinaisons. Alors, avec nous en duplex, Éric Bothorel, bonjour, bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche des Côtes-d'Armor. Vous êtes également coprésident du groupe d'études sur la cybersécurité et la souveraineté numérique à l'Assemblée. Est-ce que vous avez été tenu au courant à l'époque des tentatives de déstabilisation venant de la Russie sur l'opinion française au moment des Gilets jaunes ? Tenu au courant, c'est pas le terme, mais pas naïf, oui. Enfin, je pense qu'on est en train d'observer comment la manipulation de l'information, d'où qu'elle vienne, est de nature à s'inscrire dans le débat, à fragiliser la parole publique, y compris la parole des sachants ou la parole, ce que vous disiez votre précédent expert sur le plateau, de ce qu'on nomme les élites, et on ignore pas grand-chose du rôle de la Russie, que ce soit en tant qu'État ou en tant que proche d'un certain nombre d'acteurs qui vont agir pour le compte de l'État quant à la capacité de diffuser de l'information, relayer de l'information de nature à fragiliser les pouvoirs en place. Alors, en même temps, vous dites on ne l'ignore pas, mais Vladimir Poutine ne cesse de le nier. Comment le sait-on ?
On le sait parce qu'on étudie la chose. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on le sait parce qu'on a des sources d'informations qui nous permettent de précisément attribuer les choses. Vous savez, vous avez eu raison tout à l'heure en introduction de distinguer les deux actions qui sont celles de la désinformation ou celles de la cyberattaque. Et tous vous diront, les plus éminents spécialistes vous diront la difficulté de l'attribution d'une attaque. Ça posait la question du hackback à une époque. Est-ce que c'est le rôle de l'État d'aller utiliser les mêmes outils pour mener les mêmes actions? Donc il est très délicat parfois de faire des attributions en cyberattaque. Il est aussi parfois très délicat parfois de faire des attributions sur l'origine d'une désinformation. Pour autant, c'est pas parce que c'est délicat que c'est impossible. Mais alors, par exemple, quand vous nous dites c'est pas parce que c'est délicat que c'est impossible, sur quoi vous avez des éléments tangibles qui vous permettent de le penser, par exemple? Écoutez, on a des signaux faibles parmi lesquels, vous prenez des observatoires qui font ça au quotidien, comme Conspiracy Watch par exemple, qui fait l'inventaire d'un certain nombre de théories plus ou moins fumeuses, et d'où elles viennent et qui sont parfaitement attribuables elles. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont très proches des sphères du pouvoir en Russie qui ne s'économisent en rien pour diffuser telle ou telle information dont on sait qu'elle est totalement erronée, mais qu'elle participe que d'une chose, c'est soit la fragilisation des pouvoirs en place, soit la contribution au fait que le désordre ambiant, et le Covid aura été participant à une forme de redistribution des places sur l'échiquier international. On a un petit problème de son. On va retrouver Éric Bothorel. Nicolas Arpagian, comment on peut remonter jusqu'à la source qui est derrière la manipulation? Alors, le problème avec une manipulation d'information, c'est qu'elle est peu coûteuse et peu technique. Ça veut dire que, effectivement, elle ne nécessite pas des investissements extrêmement lourds, comme on pourrait le faire dans le domaine militaire. Et surtout, effectivement, elle va surtout bénéficier de l'effet de levier, de l'effet amplificateur de plateformes très grand public. On l'a vu sur Facebook notamment, on le voit également sur Twitter, avec des profils qui sont créés pour amplifier ce qu'on appelle des bots, des réseaux justement d'automates qui vont venir amplifier des messages, ce qui fait que c'est assez compliqué. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des vrais profils, mais derrière lesquels se cachent... Alors des faux profils, ou des faux profils mais par contre qui seront animés par justement des animateurs de communauté en quelque sorte. Et qui peuvent se trouver à Moscou. Qui peuvent se trouver n'importe où. Et qui, en tout cas, qui agiraient exactement. Pour les intérêts russes. Simplement, vous avez donc bien compris que la localisation géographique ne compte pas, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être domiciliés sur le territoire de la Fédération de Russie ou de n'importe quel pays, d'une part pour impliquer la responsabilité du pays en question, et qu'effectivement le pays soit au courant et où est facilité l'action. Mais je rebondis sur ce que disait Éric Bothorel à l'instant. Comment on sait que tel profil correspond à tel groupe de pression russe? Alors, c'est surtout que quand on n'arrive pas à comprendre qui parle, l'idée, non mais c'est important, parce que quand vous avez quelqu'un, souvent on va se dire, mais est-ce qu'il y a une vraie personne qui existe derrière? Est-ce qu'elle a une existence réelle, sociale? Ensuite, lorsque ce sont des achats d'espace notamment, et c'est pour ça que les plateformes, le fait que comme de la publicité, que effectivement comme des tweets sponsorisés, c'est-à-dire qui sont mis en avant, ou au contraire des campagnes publicitaires, on l'a vu avec l'affaire Cambridge Analytica, c'est-à-dire que des profils ont été commercialisés auprès d'entités voulant véhiculer des informations. Et donc on voit bien certains types d'informations, voire de la désinformation. Voilà, et donc c'est là qu'on va bien justement se poser la question, et c'est comme ça effectivement que les États essayent de mettre en cause, ou en tout cas d'inciter les plateformes à être plus vigilantes quant à la nature des commandes passées. Qui vous passe commande de l'achat d'espace? À quelle finalité? Et donc de déclarer les commandes politiques, parce que quand vous allez vendre un shampoing ou un dentifrice, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a un produit, il y a un prix et il y a une disponibilité. Quand vous commencez à véhiculer des idées sur effectivement le mariage homosexuel, sur éventuellement le traitement politique du Covid-19 ou autre, a priori vous êtes un groupe d'intérêt, et donc il est important de comprendre qui est derrière. Et alors Éric Bothorel, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des manipulations sur de l'opinion en Occident et en France sur le Covid-19 qui étaient orchestrées par les services secrets russes? En tout cas, il y a eu de la manipulation de l'information, pas uniquement par les services secrets russes, pardon de servir d'autres, mais la Chine n'a pas été inactive non plus, alors avec ses méthodes un peu moins discrètes probablement que les Russes. Mais oui, bien sûr. Exemple le Covid.
S'agissant de la Chine, on a vu le nombre de créations de comptes Twitter des ambassades de Chine dans différents pays, et le nôtre a pas été le moins inactif, y compris pour déverser des informations qui étaient totalement erronées sur le fait que le virus soit une création américaine, ce qui a d'ailleurs été relayé par les Russes. Enfin, le Covid, on se souvient du Covid de beaucoup de choses, mais on se souviendra aussi qu'il y avait une forme d'alliance entre la Russie et la Chine contre les États-Unis, et c'était relativement clair. D'accord. Et là, on fait tout de suite la connexion avec le côté étatique de la chose. On ne peut pas considérer que c'est des entreprises individuelles et privées. Alors, vous avez raison, les galaxies de pouvoir en Russie sont composites. Mais si on s'en tient aux médias internes et externes, là, effectivement, les financements sont publics, sont très explicitement publics. Ces chaînes ont des cahiers des charges qui est de promouvoir l'image et les intérêts de la Russie à l'étranger. Il n'y a pas besoin d'avoir des dispositifs techniques très complexes pour remonter, puisque tous les soirs, en fait, sur les chaînes de télévision russes et sur les chaînes de télévision russes à l'étranger, ce sont ces messages-là qui sont relayés. Par exemple, concernant le Covid-19, la directrice générale de Russia Today a bien répété et martelé que le nombre de malades en Europe montrait bien que les Occidentaux n'avaient rien à enseigner à la Russie et que l'Union européenne était au bord du déclin et de la ruine en raison du nombre comparé, dans une espèce de comparaison macabre, entre le nombre de morts en Russie et le nombre de morts en Union européenne. Donc l'attribution dans le domaine des médias et de la propagande ubérisée dont on parlait n'est pas si difficile que cela. Ce qui est très différent évidemment de la sphère cyber, où c'est plutôt le secret, où c'est plutôt la dissimulation et d'avancer masqué qui compte. Là, c'est plutôt... Et comment on fait quand on avance masqué? Alors justement, quel est l'objectif et comment on s'y prend et qu'est-ce qu'on fait? Alors, on procède, ça a été dit, avec évidemment beaucoup de dispositifs techniques. Et puis, sur le contenu des messages, vous avez toute une palette qui est possible, de la diffamation pure et simple, violente et insultante, jusqu'à une légère inflexion des termes du débat, sur des soupçons concernant la qualité de tel ou tel masque, ou des soupçons concernant les relations personnelles entre tel ou tel. Et là, on est plutôt dans l'insinuation que dans la diffamation ou dans la propagation de fausses nouvelles. Et là, c'est beaucoup plus difficile d'un point de vue pénal de sanctionner. C'est une pollution informationnelle. C'est-à-dire que vous venez dégrader la qualité du débat, là où on pourrait porter sur des sujets stratégiques, ou en tout cas avoir un débat serein et apaisé de bonne foi. Vous venez un peu polluer la conversation de manière à être plus sur l'acrimonie, la tension. Et c'est d'autant plus facile dans un univers complexe. La Covid est une pathologie manifestement complexe, évolutive. Personne n'a des idées arrêtées, même dans la communauté scientifique. Donc vous voyez que c'est un terrain propice pour justement créer de la polémique, mais de la polémique qui n'est pas technique, qui est de la polémique éditorialisée en quelque sorte, c'est-à-dire avec des points de vue et pour des déstabiliser. Exactement. Et puis ça vous permet d'occuper le terrain pour faire oublier des questions qui sont plus délicates pour vous. D'accord. Alors, quand on parle de déstabilisation, au-delà du Covid, il y avait eu des rumeurs pendant les Gilets jaunes qui étaient issues apparemment de faux comptes russes, des rumeurs selon lesquelles la police française était sur le point de faire des mutineries et de se retourner contre le pouvoir d'Emmanuel Macron. Éric Bothorel, ce genre de rumeurs, ce genre de désinformation, est-ce qu'on est là dans un objectif de déstabilisation de la démocratie? C'est quoi, d'après vous, l'enjeu de telles fake news qui sont diffusées sur les comptes des réseaux sociaux français, sur les réseaux sociaux français? Il faudrait questionner les auteurs, ce qui est difficile à faire, mais on ne peut pas ignorer les visées de court terme, les visées de moyen terme, les visées de long terme. Tout ça participe incontestablement de la volonté de, évidemment, déstabiliser la démocratie et d'une certaine manière d'avoir une influence sur les résultats électoraux à venir. On sait que nos démocraties se jouent à quelques centaines de milliers de voix, et changer l'ordre des choses en matière d'élection, c'est effectivement pas en dehors de la portée d'un certain nombre de gens qui savent s'organiser pour pas cher. Lancer une fake news, ça coûte pas beaucoup d'argent, et tout ça participe d'une stratégie globale. Donc oui, pendant les Gilets jaunes, mais on aura d'autres choses demain. Non, mais c'est toujours intéressant d'avoir des cas concrets pour que les gens qui nous regardent et nous écoutent comprennent de quoi on parle. Donc, vous dites que l'objectif à moyen ou court terme, c'est de déstabiliser un pays, voire son processus électoral et son résultat électoral par la manipulation de l'opinion.
Oui, et pardon de revenir quelques instants sur la partie Covid. La partie Covid, elle a été une formidable opportunité pour beaucoup de pays de tenter d'exporter l'ensemble de leur modèle. Tout le monde a voulu être le sauveur du monde à ce moment-là de l'histoire. Et tout le monde a voulu imposer son modèle comme étant celui qui était le plus efficace pour sauver le monde. Ça va des institutions jusqu'aux outils numériques, jusqu'à un certain nombre de choses. Et personne, quand je dis personne, y compris la Russie, n'a rien épargné, n'a rien économisé en matière de communication pour faire valoir qu'ils résistaient mieux, et que parce qu'ils résistaient mieux, c'est que probablement leur institution était plus adaptée, c'est que probablement ils utilisaient des outils qui étaient plus adaptés. Et c'est vrai là aussi, comme c'est vrai de la Chine. Il y a eu une formidable opportunité pour repositionner un certain nombre d'organisations de société en tant que modèle, et personne n'ignore que partout dans le monde, avec la moitié de l'humanité confinée, tout le monde s'est interrogé de savoir si le modèle qui était à la tête des responsabilités était le plus adéquat pour sauver chacun des concitoyens. Donc là-dessus, les Russes, et encore une fois ceux qui sont à proximité du pouvoir, n'ont rien économisé, saisissant l'opportunité de pouvoir reconquérir des positions, et en tout cas, si ce n'est pas à l'échelon international, c'est au moins dans l'esprit, voire dans le cœur de certains concitoyens français, en considérant que l'alternative la plus raisonnable, c'était eux. Et nous, alors comment on répond à ça ? Nous, on fait pareil. Est-ce qu'on balance aussi des fausses infos ? Est-ce qu'on hack ? Est-ce que nous aussi, on joue ce jeu-là ? Nous, on a le CP. Alors, la parole est libre. Non, mais la pédagogie est quand même quelque chose d'important. C'est vrai qu'on l'avait vu avec stopdjihadisme.gouv.fr en son temps, avec là d'avoir des sites gouvernementaux, le fait qu'il y a eu une pression sur les grandes plateformes comme Google qui fait que quand vous allez sur un moteur de recherche, on vous indique les sites gouvernementaux, des sites scientifiques de référence, de manière à essayer de dire si vous êtes de bonne foi et que vous cherchez de l'information, que vous puissiez y accéder. Et ça, c'est là où il y a eu quand même cet effort de pédagogie. Et en misant sur l'esprit critique, la connaissance, l'éducation. Ça, c'est comment on fait, nous, pour se repérer dans les fausses des vraies informations. Oui, mais c'est une des ripostes. C'est essentiel. C'est une des ripostes. C'est-à-dire qu'on mise sur l'intelligence. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la personne, le consommateur, l'internaute, le citoyen, dans ses différentes facettes, se trouve seul face à son écran. Et donc, à un moment, il va être attiré par un site qui va flatter ses centres d'intérêt. Et donc, s'il peut trouver une information claire, incontestable, rigoureuse et vérifiée, et voilà, qu'elle soit bien référencée sur les sites. Exactement. Et ça, on l'a vu effectivement récemment par rapport au Covid. C'est pour ça que je refaisais l'analogie avec stopdjihadisme.gouv.fr, qui était la même logique, c'est-à-dire de dire, bon, il ne faut pas que les meilleurs exploitants de la disponibilité numérique soient les personnes malveillantes. J'en conviens, mais comment nous réagit-on face à la tentative de manipulation ? Est-ce que les services français, eux aussi, participent à cette espèce de guerre d'influence et de la guerre de la désinformation ? Les administrations françaises ont fait un aggiornamento dans tous les compartiments du jeu, que ce soit visible, médiatique et moins visible dans la cyber. Et puis plus largement, c'est-à-dire la démocratie. Une stratégie nationale numérique, évidemment, pour développer le niveau de cyberconscience, à la fois du citoyen, mais aussi des entreprises, parce qu'il n'y a pas seulement les questions politiques qui sont en jeu, évidemment les questions de vol, de propriété intellectuelle. Et puis, les administrations publiques françaises, effectivement, se sont armées de dispositifs de communication pour développer la conscience critique du citoyen et le prévenir, lui dire attention, c'est pas parce que c'est sur Russia Today et que c'est un petit peu subversif que c'est forcément vrai et qu'on vous révèle la réalité. Et puis, à l'extérieur, ça fait depuis très longtemps que les Occidentaux ont développé des outils d'information de qualité et reconnus comme tels par les populations à l'étranger. Il faut bien voir que le modèle de Russia Today, ça n'est rien d'autre que la BBC et les différents groupes d'information publics français. D'ailleurs, ça se voit. Les Russia Today essayent de recruter des animateurs vedettes qui ont été sur des médias publics français, adoptent les codes éditoriaux, adoptent les formats également et les modes de traitement. Pour donner l'impression d'être un média très institutionnel. Il ne faut pas minimiser le crédit que les médias occidentaux ont dans les pays qui et d'ailleurs, la division. Récemment, le président Macron a déclaré que la Russie allait continuer à essayer de nous déstabiliser. Oui. Mais je me permets de reposer la question, parce qu'il y a différents niveaux de réponse, vous l'expliquiez extrêmement clairement. Est-ce que,
en coulisses, nous avons des ripostes digitales de communication que nous employons nous aussi, État français, service français. Alors, il s'avère que la France n'a pas vocation... alors déjà, on va distinguer les actions offensives assumées et celles qui ne seront pas publiques. Donc effectivement, l'idée, c'est toujours difficile pour une démocratie de revendiquer le fait qu'elle ferait de la guerre informationnelle. Je n'ai pas dit qu'elle le revendiquait, je demandais si elle le faisait. Elle le faisait. Alors, on va dire, est-ce qu'elle saurait le faire? Oui. Est-ce qu'elle aurait les moyens techniques pour le faire? Oui. Est-ce qu'il est probable qu'elle le fasse? Alors, ça, c'est tout à fait la question. Simplement, il y aura forcément un bénéfice du doute. Simplement, effectivement, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de moyens mis déjà pour comprendre l'écosystème, de ne pas être surpris par les campagnes, éventuellement la création de communautés, la création de boucles, parce qu'on a parlé des réseaux sociaux publics comme Facebook, mais il y a également des réseaux sociaux comme WhatsApp, comme Telegram, qui créent des boucles avec des gens. Donc d'essayer de comprendre, de s'insérer dans ces communautés de manière à avoir une bonne perception. Là, déjà, c'est-à-dire qu'on arrive à infiltrer des communautés. En tout cas, c'est un travail qui a été fait, et je refais l'analogie avec le djihadisme, puisqu'il s'agit là aussi d'une lutte informationnelle. Simplement, là encore, c'est la discrétion, c'est du sur-mesure, et ça demande beaucoup d'intelligence et d'ingénierie. Simplement, c'est une nécessité. Vous n'aurez pas une revendication des autorités françaises disant qu'elles le font. Simplement, est-ce qu'elles arrive rarement que les services revendiquent quoi que ce soit. Est-ce qu'elles ont le savoir-faire pour le faire? Oui. Est-ce qu'elles ont l'expertise pour le faire? Oui. Est-ce qu'elles ont intérêt à le faire? Vraisemblablement. Et donc, effectivement, il ne faudrait pas non plus être absent de ce terrain-là. Par contre, dans cette activité, la faute, c'est de se faire prendre. Donc pour l'instant, si on ne se fait pas prendre, c'est effectivement que ce sont de très bons professionnels. Éric Bothorel, vous partagez ce point de vue ou pas? Oui, je pense qu'il faut distinguer ce qui peut relever de la stratégie offensive. Et la France a d'ailleurs fait évoluer son discours il y a quelques années pour se dire d'abord affirmer qu'elle avait les moyens de faire de l'offensif et de la contre-attaque, notamment sur la partie cyber. Ce qui ne signifie pas qu'à chaque fois qu'il y a une attaque venant d'un État ou d'un proto-État, ça se traduit systématiquement par une riposte proportionnée. Mais sur la partie des informations, je parlais tout à l'heure de LCP, je pourrais parler de France 24, mais personne on ne voit apparaître nulle part des gens qui se plaindraient que les médias français présents dans certains autres pays utilisent leur présence pour diffuser des informations qui soient des fausses informations. Donc je crois pouvoir dire, nonobstant les précautions qui ont été prises en disant que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas ou qu'officiellement on ne fait pas, que pour autant il y aurait personne à la DGSE ou qu'il y aurait personne qui cherche à avoir de l'influence sur telle ou telle décision dans tel ou tel pays, qu'il soit allié ou pas. Mais revendiquer qu'on pratiquerait la désinformation comme faisant partie de l'arsenal standard et en l'industrialisant, y compris avec des chaînes de télévision que l'on chercherait à implanter dans certains pays, ne correspond pas du tout à la doctrine qui est en tout cas celle que nous pouvons affirmer aujourd'hui. Alors, pour être extrêmement précis, dans ma question, il ne s'agissait pas d'utiliser les chaînes de télévision ou les médias français pour faire la désinformation. Je parlais plus d'une stratégie de contre-attaque en sous-main ou en coulisses afin de faire en sorte que certaines informations soient déployées sous un certain angle aussi pour un public d'un pays qui lui-même utiliserait et emploierait cette méthode-là. On a déjà beaucoup à faire ici pour lutter contre la désinformation et on n'a pas encore trouvé la recette pour lutter contre la désinformation et être efficace. Il faut reprendre les travaux de Gérald Bronner et de la démocratie des crédules pour comprendre quelles sont les mécaniques qui sont en œuvre. Elles sont diablement complexes et vous dire aujourd'hui qu'on aurait la recette clé pour lutter contre la désinformation, ce serait ignorer quelles difficultés on a, par exemple, d'avoir des sites référencés, la mise en avant des journalistes qui travaillent pour Check News, pour debunking ceci, pour debunking cela, etc. C'est très complexe. Donc, je veux dire, on est très occupé aujourd'hui à lutter contre la désinformation et essayer de comprendre comment on peut en minorer la portée, sans qu'on ait vraiment, de ce point de vue, suffisamment de moyens pour imaginer qu'on puisse passer à l'échelle supérieure, c'est-à-dire se dire, maintenant qu'on s'est occupé d'ici, on va faire en sorte que là-bas, on mette un peu le bordel, pardon de dire comme ça. Non, mais c'était par rapport à cette espèce de guerre de propagande. En revanche, sur l'identification des sites qui font de la désinformation et qui sont localisés en France, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'on les connaît et pourquoi on ne parvient pas à les éradiquer?
Nicolas Arpagian? Alors après, il y a peu de sites de désinformation revendiqués. Pourquoi ? En fait, l'idée d'un site, quand il veut propager des idées, c'est de bénéficier d'une communauté et d'un effet de levier. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, Facebook pour pas le nommer en première ligne, est exploité par des personnes qui veulent diffuser une information parce que, comme je l'indiquais, on va jouer sur une logique de communauté. La seule chose, c'est que ce sont des organismes qui ont un statut d'hébergeur. Ils n'ont pas un statut d'éditeur. Éditeur, vous êtes responsable, le directeur de l'antenne de la publication de LCP est responsable dès la première seconde de mise en onde d'un message. Là, vous avez affaire à quelqu'un qui dit, voilà, moi je mets à disposition des contenus, mais il faut qu'on me prévienne, qu'on me signale les contenus, qu'il y ait un nombre conséquent, convergent, et ensuite je vais entre... Alors après... Et ces hébergeurs alors ? Alors, c'est là où, effectivement, ils vous disent, moi, mon métier, c'est pas d'avoir cette responsabilité éditoriale. Et donc, il faut leur un peu tordre le bras. Pourquoi ? Parce que, et on l'a vu avec Facebook, qui a beaucoup investi un temps sur la modération des propos. Le problème, c'est que ça lui coûte de l'argent. C'est contraire à son modèle, puisque lui, son modèle, c'était de l'automatisation de la publication. Et donc, effectivement, il y a souvent eu des vagues liées à la violence, à des images particulièrement outrancières, où Facebook a été obligé de donner des gages en disant, non, on va être vigilant. La seule chose, c'est qu'effectivement, la mise en ligne de contenu, elle est massive, elle est continue et elle est mondiale. Donc la seule chose, c'est qu'il faut faire en sorte que ces contenus soient compris de manière à pouvoir être neutralisés. Et régulièrement, Google, avec YouTube ou Facebook, annonce des scores de fermeture de compte en disant, et Twitter également, nous avons pris l'initiative de fermer. Vous voyez bien que recréer un compte, ça prend quelques secondes, il n'y a pas de barrière financière, c'est gratuit, il n'y a pas de barrière technique, c'est facile à faire. Donc on est dans cette chasse, dans l'identification, puisque le principe est simple, la liberté d'expression. Vous êtes a priori libre de parler, et ce n'est que parce que vous avez tenu des propos outranciers ou illicites qu'on peut envisager de vous suspendre ou de vous retirer du système. Donc la règle étant la liberté d'expression, il y a forcément une initiative qui est laissée à celles et ceux qui prennent la parole sur ces plateformes. Mais d'une certaine façon, Éric Bothorel, le combat est vain à partir du moment où tout ça se passe dans des pays où a lieu la liberté d'expression. Le combat n'est pas vain. Moi, je salue les efforts qui ont été faits à la fois par Google, par Facebook, alors en supprimant un certain nombre de contenus, mais aussi en limitant leur niveau d'exposition. Il y a plusieurs sanctions possibles en fait par rapport à un contenu pour éviter qu'il se diffuse. Et en vrai, on est obligé de passer par eux. Et en parallèle de ça, il faut mettre aussi en perspective les efforts qui sont faits par le monde de la presse en général, par les journalistes qui font un travail aussi de fact-checking qui est de rigueur et de vérification de l'information. Mais tout à fait. Et donc, on peut pas remettre les clés uniquement de la vérité, qui n'existe pas, qui est un concept qui va être assez variable, y compris même au sein de la communauté que vous avez réunie cet après-midi sur le plateau ou à distance. Mais on peut pas laisser uniquement les clés de la vérité à Facebook et Google. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils vont assez loin aujourd'hui ? Ils vont pas assez loin, mais vous savez. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent de plus ? On a un projet de loi qui est porté par ma collègue Laetitia Avia sur la haine en ligne, par exemple. Donc c'est encore un des autres aspects de la diffusion des informations et de leur viralité. On leur demande d'aller plus vite, on leur demande d'agir beaucoup plus vite. Je pense qu'ils se sont laissés bercer. Moi, je fais partie de ceux qui ont eu la chance de pouvoir partager un moment avec Mark Zuckerberg quand il est venu à Paris, c'était en début d'année 2020. Je pense qu'ils ont appris des choses de la lutte contre les contenus terroristes. Mais ils se sont peut-être laissés bercer par l'idée que ce qui était applicable au contenu terroriste était assez applicable aux fausses informations. Or là, on est sur des zones grises. Parfois, on flirte avec la fausse information, parfois la manipulation, parfois quelque chose d'un peu plus particulier. C'est difficile à qualifier. C'est très difficile à qualifier. En tout cas, merci infiniment tous les trois d'être venus sur ce plateau et d'avoir participé à ce débat ce soir. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec le hashtag Débadoc. Bonsoir. C'est l'histoire d'un homme seul, face à son destin. Alors qu'il a passé toute sa vie dans la discipline militaire, alors qu'il est général et ministre dans le gouvernement de la République.
Ce 16 juin 1940, il doit prendre la décision la plus difficile de sa vie. Refuser la défaite et entamer de l'étranger la reconquête de la France. Le jour où De Gaulle a choisi la guerre. Un documentaire suivi de débats doc. Demain à 20h30. Allez, mange, ça va être froid. Pourquoi t'as fait ça? T'es en colère? Tu sais, moi aussi, ça m'arrive d'être en colère. C'est normal. Et tu sais ce que je fais quand ça m'arrive? Je pense à toi. Je pense à nous deux. Et je me dis qu'ensemble, on a le pouvoir de faire s'envoler toutes les colères. Je dirige une équipe de cuisiniers. Il y a le saucier qui peut remplacer le premier violon. Il y a le rôtisseur qui peut remplacer l'alto. Je vais t'en laisser faire un petit peu parce qu'il ne faut pas quand même que tu salopes tout le gâteau. En tout cas, voilà. La cuisine à la télévision, on va passer en revue les grands chefs qui se sont succédés derrière les fourneaux et devant les caméras, de Raymond Oliver dans les années 50 à Maïté dans les années 80-90. On va revoir tout ça avec plaisir, avec gourmandise et avec en plateau le chef Yves Candeborde. En coproduction avec l'INA, Rambobina, présenté par Patrick Cohen. Dimanche à 21h. Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invitée du jour, c'est Véronique Guillotin, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes sénatrice RDSE de la Meurthe-et-Moselle. RDSE, c'est Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez repris votre activité de médecin pendant la crise, donc vous avez peut-être vous-même constaté d'éventuels dysfonctionnements sur le terrain. Vous nous direz justement ce que vous pensez et comment vous percevez la mobilisation des soignants aujourd'hui dans les rues de Paris. Durant cette heure, nous irons également en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Alexandre Poussard. Et dans le débat sur les violences policières, faut-il interdire certaines techniques d'intervention des forces de l'ordre? On posera la question à l'un des spécialistes de la police ici au Sénat, le sénateur Philippe Dominati. Merci Alexandre, à tout à l'heure. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Steve Jourdain. Bienvenue Steve. Une proposition de loi adoptée au Sénat aujourd'hui qui concerne justement la solidarité avec les soignants. Solidarité ou charité, c'est toute la question, Rebecca. Et on verra ça avec vous. Jean Massier fait aussi partie du club ce soir. Bienvenue Jean, fondateur d'Acropolis. Vous allez nous parler décentralisation aujourd'hui. Eh oui, sachant qu'entre Emmanuel Macron et les élus locaux, c'est toujours pas ça. Non, et on le sait bien ici, on verra ça en détail avec vous. Et puis Jonathan Dupriez est avec nous également. Bienvenue Jonathan, vous venez nous parler du documentaire que vous avez réalisé avec Quentin Calmet et ça s'appelle Parlement sous ordonnance. Voilà, c'est diffusé ce soir à 23h et en fait on a suivi le Sénat du confinement au déconfinement. On a hâte de voir ces images exclusives pour Public Sénat tout à l'heure. Dans une demi-heure, notre match des idées. Confrontation de points de vue ce soir entre François Calfon et Éric Delannoy. Nous reviendrons sur les événements troublants de Dijon. Je n'ai jamais vu un tel niveau de violence, nous dit François Molins. Il semblerait que nous soyons face à des règlements de compte entre communautés sur fond de trafic de drogue. La situation est suffisamment grave pour que Laurent Nunez se rende sur place, qu'il promette fermeté et solidarité avec les policiers. Est-ce suffisant dans un moment où les forces de l'ordre sont fragilisées? #ALPL pour réagir sur Twitter. D'abord donc ces informations inquiétantes en provenance de Pékin. La Chine n'en a pas fini avec le coronavirus. Plusieurs nouveaux foyers